de la littérature, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur RTI2 pour un nouveau voyage au cœur d'un livre. Et le livre qui a été choisi aujourd'hui, c'est L'autre face de la mélodie, signé un homme qu'on ne présente plus, musicologue et musicien connu. Il ajoute désormais une nouvelle corde à son arc. Auteur. Valène Guédé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur ce plateau pour parler de votre œuvre, L'autre face de la mélodie. Alors, au cœur de ce livre, nous avons pas mal d'articles sur certains artistes et leur style de musique que vous essayez de repérer dans le temps, on dira ça comme ça. Oui, bien entendu, oui. C'est une émission qui passe sur Fréquence 2, une des chaînes de la RTI, animée par Didier Bléou. Et pendant cette émission, j'ai droit à 15 minutes et je fais une chronique sur une chanson d'un artiste. Et j'essaie de l'analyser sur le plan musical, comment il chante, dans quelle tonalité il chante. Et en même temps, je mets beaucoup plus en exergue le côté poétique de la chanson. Pourquoi le côté poétique? Parce qu'il y a des chansons que nous écoutons, les mélodies, on les aime bien, comment sont construites, les notes, etc. Mais on ne sait pas ce que la chanson dit, point de vue parole. Et je crois que c'est très important, ce côté-là. Il fallait le faire ressortir. Et donc, c'est ainsi que j'ai choisi, dans le premier tome que nous avons sous la main ici, 63 artistes d'ici et d'ailleurs, de manière majoritaire des Ivoiriens quand même. Et j'ai pris 2 artistes congolaises, 2 artistes camerounaises, et j'ai pris un artiste américain, Michael Jackson. J'ai pris un Sénégalais, Baba Mal, et puis il y a une fille franco-belge et congolaise, métisse, Sissi Mananga, et puis le reste sont des Ivoiriens, mais toute génération et puis tout genre confondu aussi. Tout à fait, toute génération et tout genre confondu. Voilà. Quand vous réussissez à trouver de la poésie dans certains titres coupés, décalés, on voit là votre génie quand même. Oui, mais je pense que, vous savez, une chanson telle qu'elle soit, elle véhicule toujours un message. Elle véhicule ce message-là, il faut bien l'écouter. On va commencer tout de suite avec Almighty, avec ce titre presque prémonitoire, Le jour de ma mort, que vous avez bien décrit. Vous avez commencé par définir son œuvre. Oui, Almighty, d'abord, c'est un jeune qui a beaucoup de respect pour moi. Et d'ailleurs, il a repris une de mes chansons, Digna Baye, en rap. Et il m'a appelé un jour, je suis allé faire un featuring avec lui. Et c'est un garçon qui était attaché à moi. Et puis en même temps, il a organisé l'année passée un festival de rap. Il m'a invité, il a insisté que je sois là. Et je suis allé le voir. On est resté très tard de la nuit. D'ailleurs, on s'est quitté à 4 h du matin. J'étais avec Jean-Marc Girandou qui travaille beaucoup dans le domaine du rap. Et puis j'ai vu aussi que c'est un garçon qui avait des textes poignants aussi dans le rap ivoirien. Et il avait une manière, il avait un discours mélodique. La conduite de son discours mélodique lui est très particulière. Et c'est un garçon qui m'a beaucoup séduit. Et puis, quand il est mort, j'ai regardé, j'ai fait une lecture de tout ce qu'il a produit. Et puis, j'ai trouvé ce texte-là. Alors justement, est-ce qu'au travers de ce texte, de cette chanson, est-ce qu'on pouvait décrypter son rapport à la mort? Oui. Oui, et je crois que c'est quelqu'un, il voyait la mort venir et il n'avait pas peur de cette mort-là. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il avait une poésie de la mort. Il se mariait avec la mort, il n'avait pas peur de la mort. Mais il a décrit comment il devait être enterré, comment son corps doit être exposé, tout ça. Et puis, quelque temps après, il meurt et j'ai vu que c'est comme tout artiste. L'artiste, il lit toujours dans l'avenir sans être un météorologue, mais il lit toujours dans les temps pour décrypter ce qui va se produire comme malheur, comme événement sur la société. Alors, en tant que musicologue et homme de culture, qu'est-ce que vous pensez que Almighty a laissé comme héritage, culturellement parlant? Oh, il a laissé un grand héritage, cet enfant-là, parce que j'ai essayé, bien entendu, il a beaucoup interprété des artistes, que ce soit, il a repris les textes de Bob Marley et d'autres artistes, mais je pense qu'il avait une écriture musicale quand même dans laquelle il y avait beaucoup de lui-même, sa personnalité, ce qu'il ressentait comme la vie. Et puis aussi, c'est un garçon qui est né à Djamé, un quartier populaire, et dans tout ce qui s'est fait, je crois qu'il y avait il voulait perpétuer, si tu vois, les liens de solidarité communautaire dans les quartiers comme à Djamé ou autres, où
dans la famille, tout le monde appartient au même univers, à la même famille. Et il y a ce côté-là. Et je pense qu'il y a un côté aussi très, très sympathique aussi. Il avait de l'amour de cette musique-là qui est venue des Amériques, mais qu'il a adopté au contexte ivoirien en décrivant dans les reflets de la société là où il vivait. Très bien. On va passer à notre artiste, Alpha Blondy. À travers le titre Afriki, vous le dites à la page 30, connaissez Seydou à l'état civil, qu'on connaît plus sous le nom Alpha Blondy. Il s'est imposé par son travail quantitatif et qualitatif à la fois. Pourquoi vous décidez de vous arrêter sur ce titre-là, Afriki, qui n'est finalement pas le titre le plus connu de son œuvre? Non, mais je pense que sur le plan poétique, même sur le plan de la ténor mélodique, c'est un texte qui dit beaucoup de choses. Parce que lorsque Alpha Blondy dit que quand on va en Jamaïque, on rencontre des Baoulés, des Bétés, des Sénoufos, des Sénégalais, etc., etc. Et que tous ceux qui sont là-bas, ce sont des Noirs venant de l'Afrique. Et il a parfaitement raison, parce que quand on va aux États-Unis aujourd'hui, les Noirs qu'on trouve là-bas, on connaît l'histoire, ce sont des Noirs qui sont partis de l'Afrique. Et je crois que ce sont nos frères. Et je pense à Alpha Blondy, en chantant cette chanson, et ce qui m'a beaucoup intéressé, il veut reconstituer cette grande Afrique-là, mais qui est ici, mais qui est aussi un peu partout à travers le monde. Et je pense que c'était très important. Et pour moi, c'est un texte très historique. Et puis, je crois sur le plan de la mélodie aussi, c'est un des textes le mieux chantés d'Alpha Blondy aussi. Et même les murmures que Alpha Blondy dit là-bas, ce sont des notes musicales qui éclatent. Il y avait beaucoup d'éclats poétiques dedans, sonores, tout ça. Et ça m'a intéressé. J'ai dit il fallait faire quelque chose. Et puis, Blondy aussi, dans l'histoire de la musique reggae. Bien sûr, avant Blondy, il y a des gens qui ont interprété la musique, mais c'est lui qui a implanté le drapeau jamaïcain sur les terres ivoiriennes. C'est Alpha Blondy en matière de reggae. Et puis, il est venu, en s'inspirant de sa culture du Nord, il a imposé une ligne mélodique que la plupart des jeunes prennent aujourd'hui. Il y a ces côtés-là qui m'ont beaucoup attiré, et puis vers ce texte-là, Afriki, pour parler un peu de ça. Alors, à travers ce titre, vous l'avez dit, il retrace donc l'histoire de l'Afrique, berceau de l'humanité, à travers les migrations des Noirs. Alors finalement, est-ce que c'est un apitoiement ou au contraire, c'est un message d'espoir? Non, c'est un message d'espoir, c'est un message historique. Je crois que c'est très important comme un message d'espoir. Parce que les Africains qui sont là-bas, on retrouve des parents là-bas. Et il y a des gens, aujourd'hui, il y a des Américains qui viennent ici à la source, tout ça pour voir les Africains. Mais je crois, si on les trouve sur place, sur le plan même des idées seulement, et qu'on chante cela, et je crois que c'est un attachement à ces personnes-là. Et nous appartenons à la même histoire, et je crois que c'est un message d'espoir. Très bien. Passons à présent à Arafat DJ, Ouan Ange Didier, alias DJ Arafat. Il a plusieurs sobriquets. Le dernier en date serait Thermistocle. Alors, vous parlez d'abord de son hérédité musicale, déjà fils de Ouan Pierre, arrangeur de talent et musicien de talent, et Tina Glamour, chanteuse également de talent. Vous parlez de son ascension. C'est un artiste à controverse qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, page 37 vous dit « La tenue sur scène, la mastication des notes musicales, le débit oratoire bruyant, orageux entre autres, sont la force de frappe de Ouan Ange Didier, DJ Arafat. » Alors, on a du mal à savoir s'il s'agit de critiques positives ou négatives. Non, si nous restons dans le contexte du coupé décalé, je crois que c'est positif. D'accord. Parce que le coupé décalé, ce sont des gens, quand ils chantent, ils mastiquent les notes, cricata, cricata, bam, bam, tout ça. Et puis, je pense aussi, ce garçon-là m'a intéressé, vous l'avez dit, il appartient à une famille de musiciens. Il y a son oncle aussi, Do Albert, à son âme aussi, qui était un grand artiste chanteur ici. Et dans la famille, je l'ai souligné ici, ils étaient 5 frères, c'est comme les Michael Jackson aux États-Unis. Et donc, Ouan Ange Didier est né de cette famille, il est sorti de là, la mère chante aussi. Et c'est un garçon, on pourrait dire, pour être un grand guitariste, mais bien sûr, il est batteur, mais il est rentré dans la mouvance actuelle, et dans cette mouvance actuelle-là, il s'est imposé. DJ Arafat a apporté, si vous voulez, des nouvelles articulations au niveau du coupé décalé. Avant, le coupé décalé, c'était des gars qui fringuaient les belles chaussures, belles marques, tout ça, et puis voilà, des bouteilles de champagne, tout ça. Mais lui, il est venu, il est sorti de ce monde-là, et puis il a épousé, il a imposé, si vous voulez,
une vision des choses qui écorche Louis. Et en même temps, sur qui le plan écorche Louis. Oui, parce que quand tu l'écoutes, bon ben, voilà. Et en même temps, quand il chante, on sent ça. Et derrière tout ça, il y a un musicien, un batteur aussi. Et c'est le côté familial qui revient. Et je pense que ce garçon-là, il s'est imposé de par son style. Bien entendu, il a des défauts. J'ai même dit, quand il prend les motos, il prend le sens inverse. Ça, c'est pas bon du tout. Mais au-delà de ça, dans son genre, il s'est imposé comme le héros de ce genre musical-là. Alors, pour rester toujours dans cette tendance coupé-décalé, on va s'intéresser à un autre artiste, Bébé Philippe, à travers le titre Balumba. Alors, ici, la critique est très lisible et se veut clairement bienveillante. Vous encensez d'abord le chanteur pardon, par sa discrétion, que vous louez. Son côté rangé, en fait, vous interpelle et vous plaît plutôt. Et vous parlez également de son génie et de son art pour allier les musiques urbaines au rythme du terroir. Oui, mais vous savez, lorsque j'écoute une chanson, c'est la chanson elle-même qui me parle plutôt. Moi, je ne fais que transcrire. C'est vrai, j'ai une technique sur le plan musical. Je sais dans quelle tonalité tel artiste chante, s'il chante faux ou pas. C'est l'œuvre de l'artiste qui me parle. Et au fur et à mesure que je parcours cette œuvre-là, j'essaie de décrire ce qu'il y a dans cette œuvre-là. Et effectivement, Bébé Philippe, c'est un guitariste, on le connaît, et le coupé décalé, c'est une musique, n'oublions pas qu'il y a ses racines qui viennent de la République démocratique du Congo, comme Congo-Brazzaville aussi. Mais aujourd'hui, les jeunes comme les Bébé Philippe ont une autre approche. Ils vont dans le terroir ivoirien pour prendre des rythmes, pour les chanter sous forme de coupé décalé. Et je pense que ce sont des avancées parce que ce qu'on demandait, on dit voilà les jeunes qui arrivent, ils ont un public, mais pourquoi ne prennent-ils pas les musiques de chez nous comme l'ont fait les Jimmy Hyacinthe, les Amédée Pierre, comme les Ernesto Didier pour le travail. Voilà un jeune qui vient et il rentre, si vous voulez, il est dans cette tonalité-là et ça m'a beaucoup interpellé. Je dis, ben, il se passe quelque chose là, voilà. Page 53, vous dites quête permanente du beau, du sublime. Voilà ce qui caractérise l'approche du coupé décalé de Bébé Philippe. Oui. Et vous lui prédisez même un avenir brillant, en tout cas s'il reste sur cette lancée. Oui, je l'ai dit, mais tout dépend de lui. Je crois que c'est un garçon qui est sérieux, il travaille beaucoup, il est dans les studios, il fait des arrangements et lui-même, il est très bon chanteur, bon instrumentiste. Je pense que s'il reste sur cette voie-là, il va, je crois que, je ne dirais pas qu'il va nous faire tomber ici du soleil, du ciel, mais il a des beaux jours devant lui en tout cas. Très bien. Passons à une autre artiste, Chantal Taïba. Moi, j'aime particulièrement. Vous parlez de son parcours, de ses origines kroumaines hein, qui influencent fortement son œuvre, à commencer par son fameux lever de jambes. Et vous nous décrivez, hein, je pense que pas mal de personnes l'ignorent, l'origine donc de ce lever de jambes. Oui, effectivement. Effectivement, quand Chantal Taïba soulevait la jambe ici, je crois que ça soulevait aussi le cœur de beaucoup d'Ivoiriens qui regardaient et puis on se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de culturel qui est attaché à sa culture roumaine. Il paraît que quand les femmes lèvent cette jambe-là, c'est qu'il y a eu une bonne récolte, tout ça. Donc, et cette gestuelle-là, je crois, elle a eu une fonction sociale dans la société roumaine. Et c'est de ça que je parle. Et je pense que si Chantal essaie de revaloriser ça, elle est sur une bonne voie, il faut la soutenir. Et puis au-delà de ça, je dis aussi que c'était une lycéenne, on l'appelle la lycéenne de la chanson. Mais quand on quitte le primaire et qu'on va au lycée, après on arrive à l'université. Et je pense qu'elle est arrivée à l'université aujourd'hui. Elle est au paroxysme de son art. C'est une femme qui chante très bien. Et quand j'écoute Chantal Taïba, je sens certaines brûlures dans sa voix. Il y a des notes musicales qui sont brûlées, qui portent ce charme-là. Et quand on va dans le pays roumain, on trouve ce genre de mélodie, des notes brûlées comme ça, et je les compare au sable, parce qu'elles viennent des bordures de la mer, tout ça, et je suis allé, et je sais que les gens de là-bas aiment beaucoup la fête là, donc en alliant tout ça, j'ai essayé de créer quelque chose sur elle, et bon. Et vous parlez également d'une de ses particularités, ce sont les nombreux dictons issus de la sagesse africaine qui ponctuent ces textes. Oui, absolument. Vous savez, il y a les artistes ivoiriens, comme tout Africains d'ailleurs, hein, qui puisent leurs ressources dans la tradition, dans la profonde tradition, chantent de manière proverbiale. À partir de là, ils construisent des beaux textes, des textes qui ont une tête, un tronc et puis des pieds. Quand on quitte, on sait où on va et c'est très beau ça, tout ça, c'est magnifique. Ma chronique préférée, mon article préféré de cette œuvre, c'est celui dédié à
Claire Bailly et le Bobara Fitini, qui commence par ces mots ô combien poétiques. Au commencement était Tassabadoyo. Ensuite, Bobaraba et maintenant Bobara Deni. Alors, cette chronique-là est tournée d'une telle manière, parce qu'on sent un peu d'humour, hein, bien que les autres chroniques soient plus sérieuses. Celle-là, elle a cette pointe d'humour-là qui fait que tout de suite, on s'y accroche. Mais en même temps, ce que vous dites est tellement vrai, et vous l'avez dit en début d'émission, ce sont des problèmes de société très importants. Alors, cette affaire de fessiers volumineux, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler, a envahi depuis quelques lunes déjà toutes les chaumières ivoiriennes. Certaines femmes qui étaient dépourvues d'un fessier volumineux ont confié leur sort à une certaine aventure ambiguë. Par la magie médicamenteuse, elles sont devenues débordantes en fessiers. C'est ainsi que toute la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un fessier aux mensurations éminemment grossières et étouffantes. La chaleur suffocante que nous avons vécue récemment n'est-elle pas due à ce qui précède? Je vous écoute. La lecture que vous faites de cette œuvre, Bobara Deni. Oui, mais je pense que vous l'avez signé en Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire, quand on écoute les gens, il y a beaucoup de choses, beaucoup de poésie qui se passe dans le parler quotidien. C'est vrai, il y a eu Bobaraba, Bobara Deni, Bobara Fitini, etc. Mais ce qui m'a intéressé, et puis j'ai écrit sur Claire Bailly parce qu'elle soulève là un problème d'une importance capitale. Vous le dites, pardon de vous couper. La seule à avoir dénoncé cette attitude ségrégationniste fessière de manière ostentatoire, oui, c'est Claire Bailly. Oui, bruyamment. Et c'était Claire Bailly, mais c'est vrai, dans nos sociétés, je crois que souvent les gens aiment Matuvu ou bien l'apparat, tout ce qui est superfétatoire, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui est faux. Et je pense qu'un homme, une femme doit être ce qu'elle est. Et moi, je pense, et je le pense profondément, l'amour qu'on peut avoir pour une femme ou une femme qui a l'amour de la vie, ce n'est pas parce qu'elle a un fessier volumineux qu'elle aime. Je crois qu'il faut être soi-même. Et puis, dans le fond, il y a des médecins qui l'ont signalé dans plusieurs revues. Il y a des femmes qui prennent des pilules, tout ça pour avoir... Même des cubes d'assaisonnement qu'on ne citera pas de nom. Voilà, effectivement. Et ces femmes-là attrapent des cancers, des maladies, et les médecins ne cessent de le dire. Et Claire Bailly, en soulevant ce problème, je crois que, vous savez, la musique est une communication fusionnelle qui rentre un peu partout. Le médecin, il est assis dans son bureau, il peut dire quelque chose de bon, de vrai, qui touche à la société, mais ça ne peut pas avoir le même effet que si l'artiste chantait. Mais Claire Bailly, en chantant ces fessiers-là, elle est fière d'avoir ses fesses. Que chante-t-elle? Je crois. Bobara Deni, c'est infiniment petit, mais ça cogne. Ça cogne, oui. C'est petit, mais ça mousse. Oui. À connaît pas à demander. À connaît pas à demander. Si vous ne savez pas ce que recèle comme amour Bobara Fitini, si vous ignorez les sensations fessières maigrichonnes, oh maigrichon, maigrichon, fessier, maigrichon, Claire Bailly, Bobara Deni. Ouais. Mais c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, le message qu'il faut retenir, il faut aimer la femme pour ce qu'elle est, ou bien pas pour ce qu'elle est devenue en prenant des pilules. Vous voyez, il faut être soi-même et je crois qu'on est venu en ce monde-là. Il y a des gens qui ont 2,80 m, c'est bien pour eux. Il y a d'autres qui ont 1,60 m, c'est bien pour eux. Il faut être soi-même. Et c'est le problème que Claire Bailly pose là. Et je crois que c'est un problème d'ordre sociétal qui intéresse tout le monde. Et il fallait le souligner à grands traits. Et c'est ce que j'ai pu faire. Et que vous avez très bien fait d'ailleurs. Très bien fait. Voilà. Alors, Petit Denis, pour passer à un autre artiste, cette fois-ci on est dans le Zouglou. Petit Denis, on le connaît avec sa patte qui dépeint avec verve et humour les travers de la société. Alors, le titre que vous avez choisi, c'est Nyonyi. Au travers de cette chanson, il dénonce les femmes qui usent donc de leur aisance financière pour satisfaire leur libido, avec des hommes plus jeunes. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça et je pense que c'est... Vous savez, le Zouglou, ce qui caractérise le Zouglou, c'est dire les choses de manière crue, même si ça blesse, mais avec de l'ironie, de l'humour. Et Petit Denis, et je pense aussi, je l'ai aussi choisi parmi les Zougloumans, je pense que c'est une des meilleures voix parmi les chanteurs de Zouglou ici en Côte d'Ivoire. Et il dénonce un comportement dedans que tout le monde dénonce, mais en même temps, et lui-même vers la fin de l'article, je parle aussi de sa vie.
Parce que lui, en tant que celui-là qui éduque la société de manière permanente, et je pense que lui-même aussi, il doit se donner... Vous l'invitez d'ailleurs voilà, à se ressaisir. à se ressaisir. Dit, page 99, il est donc temps que l'enfant de Batanicro se ressaisisse. Oui. Parce qu'il faut qu'il arrête souvent quand on apprend. Un très grand chanteur comme lui, on apprend à Petit Denis, il est dans tel fumoir, et il le dit lui-même. Il dit qu'il consomme la drogue et je pense qu'en tant qu'un bon chanteur, en tant qu'éducateur permanent de la société, il y a beaucoup de jeunes qui l'aiment aujourd'hui. Il doit donner aussi un comportement sage vis-à-vis de ces jeunes-là aussi qu'il aime tant et même des grandes personnes aussi qu'il aime. Tout à fait, parce et je donnais des exemples. Par toutes les couches de la Et je donnais société. des exemples, c'est comme il y a un des patrons des skinheads en Angleterre qu'on appelle Sid Vicious. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre 20 ans, 21 ans. Et que s'il vit longtemps, c'est 21 ans. Et ce gars-là, toutefois qu'il sort, je l'ai dit dans le livre, lorsqu'il sort, là, il y a la bagarre. S'il n'y a pas eu trop de morts, c'est 20 personnes. Ça boit, ça fait la casse, tout ça. Et ce garçon, il est mort. Il s'est adonné à la drogue, il est mort à 21 ans. Et j'ai parlé de Jimi Hendrix, qui est l'un des meilleurs guitaristes au monde ici. Il est mort à 27 ans, mais il était attaché à la drogue. Il était attaché, sans la drogue, il ne pouvait pas jouer. Et je dis que dans les grandes cités, c'est vrai, c'est des cités évoluées, tout ça, les jeunes, ils commencent avec la drogue, mais dans nos sociétés à nous, et j'interpelle Petit Denis parce qu'il appartient, il est guéri, lui. C'est une société où les masques, la cosmogonie des masques, on donne des conseils là-bas, on est formé pour la vie, et quelle que soit la dureté de la vie, on doit affronter cette dureté-là. On ne doit pas se laisser aller à travers la fumée, etc. Et je prends cette image-là, quelqu'un qui fume, qui est mêlé dans le vent, que le vent balance et qui n'est plus lui-même, qui est squelettique. Et je dis, il n'est qu'à revenir vraiment à son esprit, que la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Très bien, on espère donc que cet appel sera entendu. On va passer à Niaouré Djimi, un artiste qui nous a quittés en 1996, précisément le 16 août, et à son œuvre, donc le Polier, décryptage donc du Polier, qui, encore une fois, on apprend beaucoup de choses, hein, très chers téléspectateurs, je vous le dis, on apprend pas mal de choses à la lecture de cette œuvre. Donc, décryptage du Polier, qui illustre la façon dont on utilise la poire à lavement. Qui l'eût cru? Oui, Polier, c'est un terme niabois. Quand on vient chez les BT ici, les BT disent Ploi, Niaouré Djimi. Vous savez que les Niabois sont une ethnie tampon entre les Guérés et les BT. Donc tout ce qui est masque, tout ce qui est Tourou, tout ça, ça vient du pays Niabois. Et Niaouré Djimi, c'est là il a pris ce genre musical-là, le Polier, et dont il est devenu maître par la suite. Et dans cette communauté-là, Polier, c'est poire à lavement. Poire à lavement. Et quand Niaouré Djimi danse, quand on danse le Polier, il y a des gestuels, la femme avec la tête courbée en avant, le fessier levé, le garçon qui tourne de manière rotative autour de ses fesses avec des gestes sensuels, etc., etc. Donc c'est venu de là. Mais Niaouré Djimi, en prenant ce genre musical-là, il a fait de la grande poésie. Et à travers ce genre-là, il ne lançait que des défis à lui-même et puis des défis aussi à la vie. Et le morceau dont on parle ici, Ouré Blazaï, c'est un grand masque. Il paraît que quand il apparaît dans la journée en plein soleil, il fait faire tomber la foudre, tout ça sur la ville. Mais c'est du que Niaouré Djimi parle de cette chanson-là. Il dit que, oui, que je sais que tu es un sorcier, mais tu ne peux rien contre moi. Et que l'eau chaude ne brûle pas la maison. Et puis il dit que lorsque lui, Niaouré Djimi, sa mère devait le faire venir en ce monde-là, elle a ingurgé la chair de l'aigle téti dont la dextérité au champ fait éclore le jour. Et que Djimi vient de là. Donc il lance, je crois, ce défi-là à Ouré Blazaï. Et quand on fait la lecture de la plupart des chansons de Niaouré Djimi, ce ne sont que des défis qu'il lance aux sorciers. Etc., etc. Je crois, en le disant aussi, c'est comme ça dans les chanteurs traditionnels, ceux qui s'inspirent de la tradition aussi, ils lancent ces défis-là, ils se lancent des défis aussi pour essayer d'atténuer les pesanteurs sociétales. Voilà. Alors, comment vous définiriez son art? Chant plus danse inclus. Oui, mais Niaouré Djimi, je crois que c'est un artiste complet. C'est un artiste complet. Il a des très beaux textes poétiques, et en même temps un genre musical très bien rythmé. Et je crois que le tout forme, c'est un tout qui est indissociable en fait. Djimi alliait rythme et poésie ensemble. Voilà. Et quel héritage est-ce qu'il a laissé aujourd'hui? Comment se porte le Polier s'il vit encore?
Aujourd'hui, il est très tôt de le dire. Et je pense que il est parti déjà depuis 1996. Oui. Un mini bilan ne serait oui, pas. Mais vous savez, le polier, ce sont des musiques. Quand on écoute comment dirais-je, le Zigibiti d'Ernesto Djedje, ce que fait Luxon Pado, le Labalaba, le polier, tout ça, c'est la même rythmique. C'est la même rythmique, c'est des dénominations qu'on donne. Et je pense même Jimmy Parti, si le polier tel qu'il l'a fait n'existe pas aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de faire ce polier-là, hein, d'une façon ou d'une autre. Très bien. Alors, madame, monsieur, nous tirons pratiquement à la fin de notre émission. Sachez en tout cas que pas mal d'artistes et leurs œuvres sont visités. Sissi Mananga, vous l'avez dit, on a Ramsès de Kimon, on a Magic System, on a Serge Beno, on a vraiment pas mal d'articles. Espoir 2000 également, donc tous les genres, tous les styles musicaux sont visités, essentiellement donc des artistes ivoiriens. Mais on fait comme ça une petite incursion dans certains pays de l'Afrique également pour décrypter les différentes œuvres de ces artistes chanteurs-là. L'autre face de la mélodie, c'est un livre que vous devez avoir tout simplement parce que c'est un livre qu'on pourrait même étudier à l'école. Hein. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ce magazine. On se retrouve dans 15 jours, mais vous le savez, ici, à Entre les lignes, le dernier mot appartient toujours à l'invité. La dernière fois, je suis allé dans une librairie, il y a un professeur qui est venu de l'université de Bouaké pour acheter ça. Je crois que ça intéresse la littérature orale aussi. Tout à fait. Parce que je traduis des textes sous forme de poésie dedans. Et je pense que c'est un livre en même temps pour les journalistes critiques qui veulent faire des critiques musicales, pour les étudiants en littérature orale, pour tous ceux qui aiment la musique et tous ceux qui veulent s'évader aussi sur le plan poétique. Je crois que tout le monde s'y retrouve. C'est le tome 1, le tome 2 arrivera, il y aura le tome 3. Tant qu'on sera dit, on écrira sur la musique pour faire partager en tout cas les merveilles, en tout cas tout ce qu'il y a comme luminosité dans la chanson, tout ça de la lumière à portée de main. Donc ce livre-là, qu'il l'achète, voilà.